Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer les amis, on va juste penser à faire quelque chose de très important pour continuer à développer la chaîne. Vous mettez pause, vous vous abonnez et seulement après vous cliquez sur play. Et si cela vous a plu, vous mettez un pouce, sinon vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit de mettre le pouce en bas aussi, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on accueille des invités exceptionnels, on va les présenter directement et on va commencer par Sacha. Bonjour, Sacha Cordovero, fondateur des boutiques Vitality Shop, acteur dans la nutrition sportive depuis maintenant plus de 10 ans. J'encadre des athlètes ou des particuliers pour accomplir leurs objectifs sportifs et physiques. Sacha, quand tu dis que tu as encadré des athlètes, attends, je coupe vite fait ceci, hop. Quand tu dis que tu as encadré des athlètes, c'était principalement dans le bodybuilding ou tu as eu d'autres aspects de la performance aussi? Dans la performance aussi, des gens qui sont en réathlétisation, des gens qui ont arrêté l'activité physique depuis des années, qui veulent recommencer leur activité. Des gens qui veulent prendre du poids, perdre du poids, qui ont un objectif plus physique. Et effectivement, des pratiquants fitness, musculation, des compétiteurs, des crossfitters, des gens de la force. Voilà un peu tout type d'athlète. Tous les milieux, mais souvent ce qui touche au sport de fond, tout au sport lié à la performance sportive. Tout à fait. Ok, super. Et monsieur Vasilis, qu'on connaît déjà. Hein. Deuxième passage pour ma part. Hein. Deuxième, tout à fait. Ça va, je t'ai pas trop cassé la tête la dernière fois. Absolument pas, non, c'était super. Mais bon, il y a d'office de nouveaux abonnés qui vont arriver. Donc bien sûr, donc Vassilis Siliopoulos, je suis nutritionniste certifié par Mac Nutrition Uni, donc un cursus de nutrition evidence-based en Angleterre. Je suis l'auteur d'une formation sur la perte de graisse rapide et l'auteur aussi d'un livre sur les produits laitiers qui est sorti en septembre. S'il te plaît, on peut le présenter à la caméra. Donc le lait Anjou Démon écrémé aux préjugés, que je n'ai toujours pas lu mea culpa, mais que j'ai déjà commandé. Quoi qu'il arrive, ça y passera. Il faut. Oui, mais ça, de toute façon, j'ai pas le choix. Maintenant qu'on est ensemble, je n'ai pas le choix. Est-ce que tu sais juste résumer encore une fois un petit peu de quoi ça parle, si c'est fait pour rassurer les gens, si c'est fait pour démonter le lait ou quoi que ce soit? Alors, il faut savoir que je n'ai pas mon parti pris pour une alimentation particulière, à part pour le yaourt grec, hein, tu sais, ou les huiles d'olive. Mais, donc, je n'ai pas mon parti pris pour une alimentation particulière. Mon but, c'est juste d'éclairer les gens sur ce que suggère la littérature scientifique. Et donc, on peut entendre pas mal de choses sur le lait, parfois très bien, et puis parfois des trucs complètement fous. Effet inflammatoire, perméabilité intestinale, pas mal de choses. Et donc, moi, je voulais juste faire le tri là-dedans sur ce que suggère la littérature scientifique. Et c'est pas blanc ou noir, ça dépend du critère d'évaluation, ça dépend des doses. Et en nutrition, c'est un peu toujours ça. Ça dépend du critère d'évaluation et ça dépend de certains seuils d'effet. C'est ça que j'aime dans la nutrition. J'aime bien concilier les résultats de différentes études, de différentes conceptions de recherche. Et c'est ce que j'ai fait avec le livre et je me suis vraiment éclaté. Voilà, mais c'est magnifique. Les amis, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Si vous êtes là, forcément, c'est pour parler notamment du jeûne. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires concernant le jeûne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Notamment parce que j'ai une clientèle musulmane aussi. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes. Un rite religieux, il y a... celui qui fait pas mal de débat pour le moment, le fameux OMAD et le jeûne intermittent. On aura l'occasion de donner un peu nos avis là-dessus. Moi, personnellement, j'en ai pas pour simple et bonne raison que j'ai pas assez de connaissances à ce niveau-là non plus, même si je fais pas forcément mes recherches et qu'on échange régulièrement aussi. Donc déjà, ce qui serait bien, ce serait définir le jeûne. Et puis on se redirigera vers tel type de jeûne, tel type de jeûne. Moi, je vous balancerai évidemment certaines choses. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ou pas? Et puis on aura la question des abonnés en fin de vidéo pour répondre à un maximum de questionnements à ce niveau-là. Comment on pourrait déjà définir ce que c'est un jeûne, de manière générale? Qui commence? Je peux commencer. A priori, un jeûne, c'est le fait de ne pas consommer, pas d'ingérer d'aliments. Au contrario du fait de déjeuner, de rompre le jeûne. Donc un jeûne qui soit un jeûne hydrique ou un jeûne sans eau, c'est le fait de ne pas consommer déjà d'aliments. Après, il y a cette nuance d'eau ou non. Est-ce qu'on consomme de l'eau ou est-ce qu'on ne consomme pas? Effectivement, dans les rites religieux, type Ramadan, il n'y a pas de consommation d'eau. On va voir en quoi ça peut être intéressant ou délétère. Mais voilà, c'est le fait de, une fois, comment je pourrais dire,
une fois la journée commencée, le fait de ne pas rompre ce jeûne, de ne pas déjeûner. Ok, donc ce serait vraiment une privation de nourriture, mais d'acte volontaire en fait. Oui. Ok. Ça te convient ou tu rajouterais quelque chose? Ouais, ce que Sacha a dit est tout à fait correct. Donc, c'est tout simplement le fait de ne pas manger. Mais il y a toujours un moment où on ne va pas manger. C'est lorsqu'on dort. Et donc, c'est prolonger le jeûne de la nuit. Donc, ne pas manger pendant plus longtemps que ce qui est prévu pendant le sommeil. Et ce qu'on peut voir dans la recherche, c'est... Bon, ce qu'il faut considérer, c'est ne pas être dans un état postprandial, tout à fait plus dans un état postprandial, donc où il n'y en a plus du tout d'élévation. Après un repas, on va avoir une certaine élévation de la glycémie, du triglycérides, etc. Et ne plus être dans cet état-là, ce qu'on peut considérer dans la recherche, c'est à partir qu'on est dans un état complètement de jeûne à partir de 16 heures. Voilà, donc ce que Sacha dit est tout à fait correct, et on pourrait élargir en disant à partir de 16 heures. Il y a différentes méthodes pour faire ce jeûne. Ça peut être sauter un repas le soir, ça peut être sauter le... Ouais, donc il y a plusieurs méthodologies. On parlait justement du taux de glycémie. C'est quelque chose qui revient souvent aussi dans l'activité physique, l'intérêt de la glycémie. Mais on l'entend à toutes les sauces. En fait, quelle est l'importance du taux glycémique? En quoi ça va jouer ou pas sur l'influence sur le jeûne, et qu'est-ce que c'est en fait la glycémie? La glycémie, c'est une taux de glucose dans le sang. Ouais. Bien sûr, tu as besoin d'un certain taux de glucose dans le sang, sinon tu meurs. Donc tu as des mécanismes alternatifs pour maintenir un certain taux de glucose dans le sang, qui est très... je connais en anglais, tightly controlled, strictement contrôlé. Ouais. Donc, si tu ne manges pas, tu vas avoir des mécanismes comme la néoglucogénèse, où tu vas faire, par exemple, issu du glucose à partir d'autres substrats comme les protéines. Ça peut être des protéines alimentaires ou protéines issues de, pas forcément masse musculaire, protéines corporelles. Voilà. Et bien sûr, tu dois conserver un certain taux de glucose circulant. Et puis, certaines cellules sont dépendantes du glucose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes alternatifs pour pallier à ça en période de manque de glucose. Ça ne veut pas dire que c'est positif non plus. On pourra en parler un petit peu après. Ok, très bien. Je pense que c'est clair. Est-ce que tu rajouterais quelque chose, toi, peut-être évoquer la lipolyse aussi. Le fait d'hydrolyser, de casser des molécules de graisse, des triglycérides qui peuvent se convertir aussi en glucose sanguin. Donc il n'y a pas que les protéines, il y a les lipides aussi qui peuvent être un substrat énergétique qui se convertit en glucose sanguin. Magnifique, je pense qu'on y voit déjà un petit peu plus clair par rapport à tout ça. On a parlé du jeûne hydrique. De toute façon, on va passer sur différents types de jeûnes. Donc on parlait d'un effet délétère ou au contraire d'un effet positif ou bénéfique par rapport au jeûne hydrique. Déjà, en quoi ça consiste le jeûne hydrique? Bon, on se comprend, hein, on doit savoir évidemment de quoi ça parle, mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Et est-ce qu'on a le droit de manger pendant un jeûne hydrique ou pendant une période de jeûne hydrique? Ça, c'est déjà une première chose, hein, que ça soit juste un jeûne hydrique de telle heure à telle heure, ou est-ce que c'est constant sur une certaine période? Et quels seraient les effets positifs et ou négatifs à terme après un jeûne hydrique? Oui, bien sûr. A priori, il y a effectivement une enzyme qui s'appelle la MP kinase, qui est sécrétée quand on ne consomme pas d'aliments. Alors cette enzyme a des vertus anti-inflammatoires, elle permet de diminuer le taux de masse grasse, elle permet de diminuer la glycémie à un niveau normal, elle permet de réguler aussi le taux de monocytes, donc tout ce qui est globules blancs. Mais en réalité, c'est tous des mécanismes qu'on retrouve aussi dans des cétoses ou dans d'autres types de régimes. Je pense qu'aujourd'hui, manger des aliments, des nutriments intéressants, dans la plupart des cas, reste plus intéressant que le fait de ne pas consommer de nutriments. Maintenant, effectivement, c'est difficile de confronter une alimentation négative, une alimentation hyper industrielle, chargée en sucre, en graisse, en sel, etc. Il y a des études qui tendent à démontrer qu'effectivement, le fait de ne pas manger est anti-inflammatoire, a des effets bénéfiques sur l'organisme, a des effets
bénéfique sur la glycémie, etc. Mais le fait de manger de manière variée, saine et équilibrée a les mêmes effets positifs sur l'organisme, voire plus, parce que le fait d'amener des nutriments de qualité permet de créer un contexte, permet de créer amène des nutriments nécessaires à la fabrication d'enzymes, à la fabrication d'hormones, à la fabrication d'antioxydants, voilà, qui sont des effets très positifs. Donc toi, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est évidemment contexte dépendant. Tu n'es pas nécessairement fermé au jeûne hydrique, mais que tu regardes toujours le ratio risque-bénéfice par rapport au jeûne hydrique ou ce que ça peut apporter sur un point de vue nutritionnel si on mange de manière variée. En général, les gens qui amènent des effets intéressants d'un jeûne hydrique le mettent en contrario d'une alimentation où permettent de prévenir de maladies cardiovasculaires, de maladies comme le diabète, etc. Mais c'est toutes des maladies, à part si elles sont auto-immunes, qu'elles sont génétiques. Oui, effectivement. C'est toutes des maladies qui ont été amenées par une alimentation qui était délétère à la base. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est pas ne pas manger qui permet de contrer une alimentation qui par le passé a été néfaste. C'est le fait d'avoir mangé sainement pendant des années qui amènera une vitalité, qui amènera une santé pour moi. Ok. Super, j'aime bien ce concept-là. On en a parlé un petit peu par rapport au régime carnivore. C'est ok, je fais un régime carnivore et je me sens mieux, mais j'ai pas de groupe de comparaison avec. T'as une sacrée mémoire, quand même, hein. Ou alors t'as regardé de nouveau le podcast. Non, je ne regarde jamais les podcasts que j'ai tournés après à nouveau. Voilà. Okay. Donc je me rappelle, donc on n'a pas de groupe de comparaison. On va juste faire un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu. On remettra le lien en description ou ici quelque part sur le plan, de façon à ce que vous pouvez regarder également ce podcast qu'on a fait avec Osiris. Et ouais, est-ce que c'est l'effet du jeûne? Est-ce que c'est l'effet d'avoir supprimé certaines choses qui pouvaient être potentiellement néfastes? On ne sait pas isoler la variable. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que jeûner, c'est bien, hein, mais à un moment donné, il faut manger, sinon on meurt, par définition. Et qu'est-ce qu'on va manger? C'est ça la question. Donc il y aurait effectivement un délai sur le... Oh, c'est bon, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en termes de délai? Parce que, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que le jeûne est devenu une certaine mode. Je pense que c'est bien de tester. Je pense que c'est bien de tester, voir si... De toute façon, ça apporte de l'expérience pour ensuite savoir dire « Ok, ça, moi, ça n'a pas marché sur moi. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas sur toi. Mais voici les risques que j'ai pris quand je l'ai fait. Et voici ce que ça m'a apporté. Attention quand même, mais au moins tu es prévenu. Tu as une balance risque-bénéfice si tu veux essayer. » Donc, il y a un rôle qui fait qu'on doit prévenir un minimum les gens. Je pense qu'effectivement, selon la carrière de la personne, quand on essaye, ça permet de mieux assimiler l'information, souvent. Parce que, je donne toujours cet exemple-là, quand on est à l'école, on est assis comme ça pendant 3 heures et on se dit « Ouais, on a de la théorie qui vient. » Pour la majorité des êtres humains, on va retenir quoi? 10, 15, 20% maximum d'informations. Qu'en pratiquant, ça permet déjà de mieux assimiler l'info aussi. Dire « Ok, j'ai fait mes recherches, je développe, ça a marché, ça n'a pas marché. Au moins, j'ai retenu un peu plus l'information pour savoir retransmettre. » C'est comme ça que je vois les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va bien transmettre l'information, attention, mais ça permet de mieux assimiler de l'info. Maintenant, quels seraient les délais qu'on peut mettre en avant sur le jeûne hydrique? Parce qu'on entend des fois des 24 heures, des fois des 36 heures, des fois 1 semaine, des fois 2 semaines de jeûne hydrique. Et souvent, c'est de la part de personnes qui ne sont pas diététiciens. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser? Ou au contraire, ne surtout pas préconiser? Dans quel objectif? Voilà, c'est encore une fois contexte dépendant. Donc, partons sur le principe de l'inflammation. Est-ce que tu favoriserais un jeûne hydrique si la personne dit voilà, moi c'est un... En fait, déjà, je ne recommanderais pas nécessairement un jeûne pour un contexte d'inflammation. L'inflammation, par exemple, mesurée par CRP ultrasensible, est un biomarqueur pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'influencer avec l'alimentation. Je ne pense pas que... J'ai pas vu de données robustes qui montrent que le jeûne a un quelconque avantage par rapport à autre chose, en fait. Donc... donc toi, quand on parle de jeûne, tu n'es pas nécessairement pour le jeûne. En fait, le problème avec ce concept, quand tu parles de jeûne hydrique, je pense que le problème, c'est que
Là, on ne parle pas de type de jeûne 16-8 ou quelque chose comme ça, où selon la personne, je pourrais être favorable ou non. Ça dépend on pourra en parler après. Et puis quand on parle de jeûne hydrique, j'ai l'impression que les gens s'imaginent être dans la nature et ne plus manger, tu vois. Oui, on a toujours une image un peu du... Allez, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais le fameux yogi avec les cheveux longs qui fait que du jeûne, qui se met en accord avec la nature, etc. Donc ça dépend de quel type de jeûne on parle, ça dépend de pour quelle personne on parle. De manière générale, j'ai tendance à ne pas recommander les périodes de jeûne trop longues. Ok. Mais tu pourrais le recommander. Ou tu l'as déjà recommandé ? Alors, quand je dis recommander, on pourra aussi en parler après. Je pense que ça n'a pas un avantage par rapport à autre chose. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être mis en place en fonction de la personne, sans avoir un avantage par rapport à une approche conventionnelle, mais en fonction du mode de vie de la personne, pourquoi pas. Ok. Et toi, Sacha ? Deux petites choses par rapport à l'inflammation. Aujourd'hui, je pense, je sais, mais je suis humble. Mais de toute façon, quand on sait, il faut savoir dire aussi qu'on sait. Bien sûr, donc, mais voilà, je ne veux pas brusquer écoute, si ça ne plaît pas, ça les fasters. Ok, je comprends. Non, a priori, le contexte pro ou anti-inflammatoire est régi de 1 par un contexte sanguin, par un pH sanguin. Donc on a un pH qui peut être acide ou alcalin. Ouais. Forcément, un pH sanguin plutôt alcalin sera un contexte non inflammatoire. Donc ça, on peut l'influencer par la nutrition, en consommant des aliments basifiants, comme les fruits et les légumes, à l'inverse des aliments acidifiants qui sont la viande ou d'autres aliments qui sont acidifiants. Je veux juste rebondir, retiens ce que tu veux dire, parce qu'en parlant de fruits et légumes, souvent il y en a qui disent ouais, il y a des fruits ou des légumes qui sont acides, mais la sensation d'acidité fait-elle vraiment que c'est réellement acide en tant que tel ? Imaginons le citron par exemple. Le citron il contient des citrates qui basifient l'organisme. Voilà, donc c'est exactement l'inverse. Dire, ouais, mais j'ai une sensation d'acidité, mais la sensation n'a rien à voir avec l'action. Ou un goût, oui, non, effectivement. Voilà, okay. Donc a priori le contexte anti-inflammatoire ou inflammatoire en général, ça va être le pH sanguin qu'on peut justement orchestrer grâce à l'alimentation en consommant principalement des fruits et des légumes ou en calculant l'indice PRAL, donc le potentiel renal acid load, la quantité d'acide que les reins vont devoir envoyer pour dégrader les aliments. Et donc en consommant plus de légumes que de viande par exemple, on a un contexte sanguin qui est plutôt basifiant. Et puis les ratios oméga 6 oméga 3 qui ont un gros impact sur le système inflammatoire et anti-inflammatoire, va avoir un ratio d'oméga 3 plus élevé, même un ratio de 3-1, donc 3 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3, aura tendance à basifier l'organisme. Le fait de ne pas consommer d'aliments n'a pas d'impact forcément sur un ratio ou sur un pH sanguin. Ok. Je passe la tête comme ça, ouais. Tu comprends. Ok. Alors, je vais mettre un peu des réserves sur le côté indice PRAL et côté ratio oméga 3, oméga 6. Je pense que c'est des hypothèses qui sont potentiellement intéressantes. Je pense que ça n'a jamais été concrétisé par des résultats dans la recherche. Nico, tu me connais, je suis... Oui, tu es très evidence-based. Comme d'État, ouais. Parce qu'on sait que des mécanismes peuvent exister. On sait que, tu l'as bien dit avec ces histoires de ratio oméga 3, oméga 6, par exemple, les oméga 6 sont des précurseurs d'acide arachidonique qui est utilisé pour produire des substances pro-inflammatoires et inversement pour les oméga 3. Mais en fait, concrètement, c'est qu'on peut nourrir des participants dans une étude avec des doses très élevées d'acide linoléique et ça n'augmente aucun marqueur de l'inflammation. Par contre, je pense qu'il y a un effet anti-inflammatoire, entre guillemets, indépendant des oméga 3 qui n'est peut-être pas lié à ces mécanismes. Qu'est-ce que tu entends par peut-être pas lié ? En fait, je pense que les mécanismes sous-jacents n'ont pas été pleinement élucidés, mais encore une fois, comme je dis toujours, on n'a pas besoin de savoir quels sont les mécanismes pour savoir qu'une intervention donnée a un effet donné.
on peut voir de manière assez constante que l'EPA, pas le DHA, l'EPA a des effets anti-inflammatoires et qui pourrait être incorporé dans la plaque d'athérome et produire un effet anti-inflammatoire et même réduire l'ampleur de la plaque. J'ai fait un article sur la plateforme éducative pour ceux qui veulent le voir. On remettra le lien de toute façon vers la direction de ta plateforme. Voilà, je ne suis pas persuadé pour le ratio oméga 3, oméga 6. Je pense que ça n'a jamais été montré en intervention. Pour l'Indispral, je pense que ça manque aussi de résultats. Donc, il y a une méta-analyse qui a parce que tu vois, l'Indispral, ça a été, je pense, mis en avant comme facteur causal d'ostéoporose aussi, à cause de calcium qui pourrait être. L'hypothèse, c'est que le calcium, avec une alimentation avec un trop acidifiante, entre guillemets, le calcium devrait être extrait de l'os pour contrebalancer cette charge acide. Et il y a une méta-analyse, une revue systématique qui a été faite, qui a examiné un peu les preuves comme sur l'hypothèse de l'équilibre acido-basique comme facteur causal de l'ostéoporose et n'ont pratiquement rien trouvé si ce n'est une augmentation de l'excrétion urinaire du calcium qui n'est pas forcément lié au calcium qui est extrait de l'os. Ça peut simplement être dû au fait qu'on a une augmentation de l'absorption intestinale du calcium qui veut dire plus de calcium qui est extrait dans les urines. Voilà. Okay. Donc, je ne suis pas persuadé par ces deux théories, personnellement. Voilà. Ouais, donc c'était un titre indicateur, mais que ça pousse encore à la réflexion. Il faudrait davantage de recherches pour savoir vraiment amener un avis pointu. Même pas un avis, en fait, une réponse pour moi, les mécanismes ne se concrétisent pas. Ok. Donc, je ne suis pas persuadé personnellement, je pense, voilà. D'accord ou pas d'accord ? A priori, pas d'accord. Ben, voilà, j'entends. Moi, j'ai quand même des études qui démontrent que le système tampon, selon lequel, effectivement, le corps va devoir aller puiser des ions de calcium dans les os, a tendance à ramener un pH sanguin acide vers un pH sanguin plus alcalin ou neutre. C'est le seul mécanisme qu'a le corps pour basifier l'organisme d'un point de vue endogène, donc sans apport de l'alimentation. Ouais. Donc, et on sait que à terme, en tout cas c'est ce que j'ai lu, c'est ce que de la lecture m'a apporté, à terme, des gens qui ont été dans un contexte d'acidose trop prononcé, trop long, dont le seul tampon qui a pu être fait est le calcium qui était logé dans l'os, ont souffert après une trentaine d'années d'ostéoporose. Okay. En tout cas, il y a un lien, apparemment il y a un lien de cause à effet. Mais a-t-on des études qui montrent que, je parle en tant que facteur, en tant qu'exposition, est-ce que l'Indispral est associé à des conséquences négatives? L'Indispral, c'est un outil. Ouais, mais je veux dire en tant qu'exposition en épidémiologie ou même dans des études d'intervention sur des biomarqueurs intermédiaires de santé. Non, a priori, ça c'est quelque chose que j'ai pas lu, sincèrement. Donc j'ai pas inventé des études que j'aurais pas lues. Maintenant, pour moi, l'Indispral, c'est un outil qui permet, dans le cadre de la conception éventuellement d'un plan alimentaire ou d'une structure alimentaire, de voir si on va plutôt amener le client ou le particulier vers un contexte sanguin acide ou basique. C'est quand même le reflet d'un mécanisme physiologique d'une dégradation des aliments par les reins qui permet de jauger quel contexte sanguin, quel pH sanguin va obtenir la personne avec l'alimentation qu'elle consomme. Ok. Voilà. Au moins, ça permet. Je pense qu'effectivement, parce qu'il y a encore pas mal de choses. On n'est qu'au début, les gars. Donc restez bien accrochés. On parlait du délai à un moment du jeûne. Donc on est passé du jeûne hydrique et puis on a parlé de délai. On parlait d'un délai 8-16 par exemple. Ça me donne envie de parler du jeûne intermittent. Ce jeûne intermittent où on l'entend un petit peu à toutes les sauces. Qu'est-ce que le jeûne intermittent ?
Il y a des sportifs qui utilisent le jeûne intermittent. J'ai essayé le jeûne intermittent, personnellement ça ne me convenait absolument pas. Pour moi, ok. Est-ce qu'on attaquerait déjà juste par une petite précision? On sait qu'il y a des livres qui sont sortis également sur le jeûne intermittent. Et dans quel cas cela pourrait être bénéfique éventuellement? Dans quel cas, au contraire, non, je pense que c'est surcoté parce qu'il y a pas mal de questions qui tournent. Il y aura les questions des abonnés qui viendront après. Je pense notamment pour la contre-productivité aux bodybuilders qui veulent maximiser les gains musculaires. Est-ce que ce serait faisable ou non? Ok, donc le jeûne intermittent, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et puis quand on s'intéresse à la nutrition, au tout premier lieu, on tape sur Google et on tombe sur typiquement des trucs Merci beaucoup. de bodybuilding. Et à l'époque, c'était, je ne sais pas si vous avez connu les forums Planète Muscle. Ah oui. Voilà, les forums Planète Muscle. Et puis, on était dans un modèle où c'était manger toutes les 2 heures. Toutes les heures. Ouais, toutes les heures, peut-être copier la diète des pro IFBB. Les magazines Muscle et Fitness, ça me rappelle, ça j'ai des souvenirs de dingue. C'est nostalgique ça. Et puis il y a la fameuse méthode, je pense, Lean Gains, qui a été popularisée aux États-Unis sur le jeûne intermittent, en disant non, en fait, tout ça, c'est de la bro science. Ce qu'il faut faire, c'est le jeûne intermittent, et avec potentiellement des bénéfices à la clé. Et je pense c'était pas une mauvaise chose parce que ça a écarté un petit peu les gens de ce concept de absolument manger toutes les heures, pepto-pro pendant l'entraînement, caséine avant de dormir, par peur d'être en catabolisme. Mais peut-être que ça a aussi fait penser qu'il y avait un effet bénéfique potentiel par rapport à une autre approche plus conventionnelle. Voilà, donc c'était juste pour mettre un petit peu de rétrospective dans cette... Mais j'ai pas mal de choses qui me viennent à l'esprit, notamment sur le jeûne intermittent. C'est souvent qu'en fait, quand les gens font de la performance, ils disent « moi je fais du jeûne intermittent parce que ça me permet de ne pas avoir le ventre plein avant d'aller courir, avoir des reflux gastriques ou des choses dans ce genre-là. Ni ça me permet en fait de ralentir ma digestion. Et bon, après, encore une fois, c'est pourquoi tu veux ralentir ta digestion. Est-ce que voilà, il y a plein de facteurs qui sont là-dessus. Je répète évidemment ce que moi j'entends. Et quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites ouais, ça me fait doucement rire, ou au contraire, ouais, il y a de l'idée, mais bon, derrière, ça n'est pas fondé ou quoi que ce soit? Pour en revenir à des forums, j'étais modérateur sur des forums il y a presque 10 ans sur la nutrition. Mm-hmm. Et effectivement, on a vu il y a 8 ans, 10 ans, des gens qui prenaient le jeûne intermittent. Même on avait du 24 au début, des gens qui jeûnaient pendant 20 heures et qui mangeaient, qui avaient une plage de 4 heures d'alimentation. C'était presque le haut bas, presque. On était presque... mais on va y venir, hein, ça, hein, les oui, gars. j'espère bien. On va y venir, oui, je sais. Mais donc voilà, il y avait cette tendance qui s'est installée, peut-être en réponse d'une autre tendance qui était aussi extrême de manger toutes les 2 heures, toutes les heures et demie, de cette crainte du catabolisme. Et on voyait des articles sur les forums avec comme intitulé le jeûne et ses vertus anaboliques. Donc il y a des hormones, il y a des neuropeptides qui sont sécrétés quand on jeûne. Mais aujourd'hui, en aucun cas, le fait de ne pas manger peut être anabolique. Sachant que l'anabolisme, c'est le fait d'assimiler des nutriments. Donc effectivement, il y a peut-être un contexte avec une augmentation de l'hormone de croissance, avec une augmentation hormonale de certaines hormones et dans des quantités pas très toujours minimes, hein, je pense. Pas toujours énormes. Ouais, mais c'est ce qui revenait souvent. Hein. C'est ce que les pro-jeunes ont tendance à mettre. Autophagie, hormones de croissance en développement. Mais t'as l'impression que ouais, c'est golden info, quoi, tu vois. Mais... Ouais, voilà. Et donc on a vu une vague de gens qui prenaient le jeûne intermittent parce que c'était une diète pro-anabolique. Mm-hmm. Donc l'anabolisme étant l'assimilation des nutriments pour créer des réserves, pour stocker des réserves. Alors que non, en aucun cas, ne pas manger peut être anabolique. On ne peut pas stocker des nutriments quand on ne mange pas.
Effectivement, ça va de soi, mais c'est de la logique Oui, mais simple. voilà. Et ça peut éventuellement faire du bien au portefeuille. Et il y a plein de choses, voilà, qui peuvent faire du bien, voilà. Mais justement, est-ce que... Vas, tu voulais peut-être rebondir, je te vois réfléchir un petit peu. Non, pour le moment, la suite, ouais. Là, écoute, oui, c'est concernant ce fameux jeûne, en fait. Est-ce que le jeûne et l'activité physique sont complémentaires ou du moins ne créent pas de discordance? Ben, je pense que peut-être dans une logique de... Enfin, il y a des filières énergétiques. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit jeûner... Après, il y a aussi une autre notion, c'est qu'il y a des gens qui vont se lever vers 8 heures et qui ambitionnent d'aller s'entraîner à 8h30. Ouais. Dans ce cas-là, le fait de manger un petit déjeuner relativement complet, une demi-heure avant l'effort, forcément, c'est pas intéressant. À ce moment-là, ben oui, il vaut mieux peut-être pas consommer de nutriments avant de s'entraîner. Si on est contraint de s'entraîner dans la demi-heure, ben ça mènera peut-être... C'est toujours une question de bénéfice et contrainte. Et est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu préconiserais, par exemple, voilà, si on va se coucher la veille, de manger un repas un peu plus copieux la veille? Parce qu'on entend vraiment de tout à ce niveau-là. Hein. Je pense qu'on est régi par une espèce de total calorique sur la journée. Ouais, ok. La récupération, elle se fait pas sur le repas du soir, elle se fait pas sur le repas avant effort. Il y a des réserves de glycogène qui sont remis à niveau dans les 24 à 48 heures, compte tenu de l'effort qu'on fournit. On sait qu'un effort concentrique sera plus autour des 24 heures de récupération glycogénique, et un effort excentrique va aller décharger plus de glycogène, donc on sera plus sur 48 heures. Donc c'est vraiment les 48 heures qui suivent l'effort qui vont permettre de recharger en nutriments. C'est même pas nécessairement le shake après l'effort. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, qui va faire qu'on aura une récupération. Effectivement, a priori, au plus tôt on consomme des nutriments, au plus tôt on met son corps dans un contexte propice à la récupération. Mais voilà on a 48 heures pour récupérer de manière optimale, en fractionnant, pour moi, quand même, ses prises alimentaires, pas en consommant des trop gros repas, parce que d'un point de vue digestif, ça reste un facteur limitant, mais on l'abordera juste après. Ouais. Pour le jeûne, je pense qu'il y a deux choses qu'on doit mettre en perspective. La première, c'est peut-être les gens qui ont un pancréas sensible, des gens qui vont manger peut-être une quantité de glucides plus ou moins importante, dépendant de la sensibilité du pancréas. Donc, pour rappel, le pancréas produit de l'insuline. L'insuline va transporter les glucides, va diminuer le taux de sucre dans l'organisme, dans le sang. Et quelqu'un qui a un pancréas assez sensible, effectivement, devra consommer moins de glucides, parce qu'il est régi après par l'hypoglycémie réactionnelle. S'il mange beaucoup de glucides le matin, il y aura un pic de glycémie et un crash. Et c'est peut-être ça qu'il faut écarter. En fait, privilégier des graisses et des protéines le matin plutôt qu'une trop grosse charge de glucides. Mais je pense de toute façon, et on y reviendra par rapport aux neuropeptides après, que manger en général vaut mieux que de ne pas consommer de nutriments. Ok, donc question principalement sur la performance, c'est ça? Ouais. Mais je vous lirai après ce que j'ai été faire dans mes recherches. Voir aussi, évidemment, si ça parlera de l'efficacité d'un point de vue neurologique de certains aspects. Et je mettrai la référence de toute façon en description pour ceux que ça intéresse. Ok, donc ça va dépendre, du type d'entraînement. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas être sur la même chose d'un entraînement d'endurance. Et ça va aussi dépendre le but de cette séance d'endurance. Parce que toute séance d'endurance, donc tout coureur ne va pas essayer de faire sa séance pour battre son record. Parfois, c'est simplement une séance longue. Endurance de fond, ce qu'on appelle parfois un cardio de récupération pour certains. Voilà, où c'est pas le but de maximiser la performance, où ça peut être aussi l'entraînement résistance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'entraînement résistance dans les auditeurs, donc je vais peut-être aborder ce point-là en premier. Alors, on a des études qui montrent que le fait de ne pas prendre de petit déjeuner, de faire un entraînement à jeun chez les personnes qui prennent habituellement un petit déjeuner, diminue les performances dans bench press, squat, etc. Donc, maintenant, ma question qui reste, c'est
est-ce que ça perdure à long terme? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine adaptation qui se fait à long terme, peut-être? Et parmi toutes les études que tu as lues, est-ce que tu te rappelles de si ça avait été fait en one shot ou si ça avait été fait sur plusieurs semaines? Non, c'est pas en one shot, mais tu vois, peut-être que c'est une adaptation qui peut se faire sur une plus longue durée. Oui, tout à fait. Et tu peux aussi avoir un certain effet psychologique si tu as quelqu'un qui a l'habitude de prendre un petit déjeuner et puis tu lui dis tu vas faire cette performance, mais à ventre vide. Tu peux avoir cet effet. Voilà, donc potentiellement un effet néfaste sur la performance. Maintenant, je pense que c'est beaucoup moins important que sur quelque chose qui est plus dépendant, un entraînement qui est plus dépendant du glucose, que sur un entraînement, tu dois faire une perf sur un 10 km ou un 15 km, évidemment, ou un truc de cyclisme, c'est différent. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, donc par exemple, on pourrait se dire, on peut faire un jeûne intermittent, entraînement en résistance, et se dire, je vais faire mon premier repas à midi, et puis m'entraîner plus tard. Pourquoi pas? Et donc, ça, c'est une autre solution en fonction de la personne. Et il y a aussi des études sur les cyclistes, une étude sur les cyclistes, où le fait de sauter le petit déjeuner, mais reporter les calories du petit déjeuner après la session d'entraînement? Non, le midi, avant, même si la session d'entraînement était au soir. D'accord, ok. Diminuer les performances. Ce qui me fait penser qu'on a probablement une limite dans laquelle on peut stocker du glycogène en un repas. Maintenant, il faut savoir que on parle de cyclistes. On ne parle pas de bodybuilders qui vont s'entraîner. Je pense qu'il y a clairement une différence entre les sports cycliques et les sports de résistance. Voilà, donc je dirais dans l'ensemble, potentiellement peut-être un effet sur la performance d'entraînement résistance. Mais ouais. Ok. Sacha, est-ce que tu rejoins un peu l'avis ici? Ça complémente ce que tu dis. Non, j'aime bien cette notion d'espèce de seuil d'assimilation ou de conversion en glycogène, d'absorption sous forme de glycogène. Une espèce de seuil aussi peut-être, même d'un point de vue, pour tous les nutriments, peut-être pas que pour le glycogène, pour les protéines. Alors on est au-delà du 35 grammes de protéines ou 30 grammes de protéines, le reste on l'assimile pas. Voilà, ça c'est un petit peu passé de mode. Que ce soit pour les protéines, les glucides ou les lipides, je pense qu'on a un seuil, on a une espèce de facteur limitant enzymatique. Et voilà, je suis tout à fait d'accord. Magnifique. Ouais. Et quelque chose qui est une notion qui était importante, c'est cette notion de voir les choses de manière plus long terme. C'est-à-dire que, admettons, on a fait un entraînement, on a fait un entraînement léger la veille, et puis on va faire une grosse recharge glucidique après cet entraînement. Ouais. Et puis le lendemain matin, même si on est à jeun, entre guillemets, on n'est pas vraiment à glycogène bas non plus. Donc, voir aussi ce qui s'est passé avant. Ok, c'est vraiment intéressant ça. Très intéressant parce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent effectivement dans ce genre de trucs. Ils se disent pourtant il n'y a rien qui a changé, j'ai même pas mangé la veille, j'ai même pas mangé ce jour même et pourtant je performe ou des choses comme ça. Donc. Parce que c'est vrai qu'aussi, j'aimerais aborder ce point-là aussi qui est probablement important, c'est qu'on avait l'habitude de dire oh la musculation ne déplète que 20% du glycogène en une séance, donc peut-être que les glucides ne sont potentiellement pas si importants à la performance, mais ce qu'il faut savoir c'est que on a aussi maintenant des nouvelles données sur les powerlifters qui montrent que en fait on a une diminution du glycogène dans les fibres de type 2, une diminution importante du glycogène dans les fibres de type 2, ce qui est associé à une diminution de la capacité contractile du muscle. Et donc, ce n'est pas aussi simple que dire « ouais, c'est 20% de diminution du glycogène ». Il faut voir aussi cette diminution en fonction des fibres et que ça pourrait potentiellement diminuer la performance en force. Ou le volume d'entraînement qu'on est capable de faire sur une séance. Mais la performance, c'est pas toujours là un RM. Non, oui, en fait, ça c'est un autre milieu, mais c'est parce que j'en parlais justement, là on s'écarte juste un peu du côté nutrition, c'est parce que dans l'encadrement des athlètes que j'ai, parfois ils se focusent beaucoup sur le 1RM, 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 mais il faut comprendre que si tu développes
2,5 kg de plus que ton 3 RM d'il y a quelques semaines, c'est une progression aussi. Évidemment. 10 RM, c'est une progression aussi. Donc la 1 RM, c'est juste un facteur que tout le monde veut, mais il n'y a pas que ça pour le développement, de toute façon. C'est un facteur de performance compétitive. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit en compétition, mais c'est pas... Et plus on avance vers des athlètes à niveau intermédiaire élite, moins je trouve que le 1RM est intéressant sur une planification annuelle. Mais Évidemment. voilà, Enfin, c'est encore un autre débat, là, on va plus sur le côté muscu. Je vais vous lire quelque chose. Là franchement, je vais être curieux de voir un petit peu les réponses. Et puis après ça, on passera évidemment sur les principes d'autophagie, en même temps que le OMAD. J'en vois déjà qui jubile derrière le micro. Non, mais voilà. Ça va bien se passer. Je rappelle que tout ce que je dis ou que j'oublie de dire, de toute façon, c'est dans la description. On retrouve les référencements en description aussi. Ok ? Je vais vous lire ceci qui a été repris d'une vidéo. Ok ? Si on cherche la performance, l'entraînement à jeun peut être efficace d'un point de vue neurologique, car il y a une plus grande facilité à libérer de l'adrénaline et dopamine en raison d'un taux de glycémie bas. Cependant, tout le monde ne peut pas tirer profit de cette situation. À titre d'exemple, un client stressé de base risque de se voir moins performer en raison d'un environnement pro-adrénaline. Dans ce cas-là, donner à manger à ce type de profil peut être plus intéressant pour une stimulation de sérotonine et donc une moins grande appréhension de l'entraînement. Je commence? Bah évidemment, c'est on normal. regarde tous, Okay. c'est normal. Ok, donc je n'ai pas connaissance de données qui pourraient soutenir ça et la charge de la preuve est sur eux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce serait très compliqué de pouvoir appuyer cette hypothèse parce que, tu vois, dans tout cet état, ça me fait penser à ces diètes. Oui, mais plus lui, il est plus du profil sérotoninergique ou dopaminergique, donc il a besoin de telle diète. Il y a souvent, c'est vrai que souvent on met c'est un peu la nouvelle mode, j'ai l'impression actuellement, d'être un pro des neurosciences quelque part, alors que il faut juste accepter que parfois les formations qu'on a fait ou les cursus qu'on a fait, on n'a pas assez de recul pour parler des neurosciences. Sinon, je ferais par exemple appel à Baptiste Noël ou quelque chose comme ça. Tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Après, je ne sais pas s'il a fait des recherches de neurosciences, il n'y a personne qui a cité ça. Mais, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment de biomarqueurs pertinents pour dire, ok, cette personne a plus de sérotonine, etc. Parce que la sérotonine circulante n'est pas la sérotonine cérébrale, parce que elle ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, ouais, dans cette idée, c'était dans un but de performance. C'était dans une optique de performance. Si on cherche la performance, c'est ça, comme ça que ça je pense pas que cette hypothèse ait été testée parce que déjà ce serait compliqué. Et la deuxième chose, c'est... ouais, tu vois, la personne dit oui, une personne plutôt stressée. Ouais, si j'ai une personne stressée, je vais par définition pas lui dire d'aller faire du cardio à jeun parce que c'est probablement un stress supplémentaire. Mais c'est tout. C'est pas dans un optique performance ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, donc il y a du recul à prendre en compte parce que on n'a pas assez de preuves à ce niveau-là, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sacha ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse de ce qu'ils ont tendance à vouloir mettre en avant. On sait quand même qu'il y a des acides aminés qui sont précurseurs de ces neuropeptides. Par exemple, la tyrosine pour les catécholamines, donc les précurseurs L-dopa, noradrénaline, qui vont se convertir en dopamine, adrénaline. Ouais. On sait que la tyrosine a son rôle à jouer dans la fabrication de ces neuropeptides, de ces neuromédiateurs. À l'inverse, ça va être le tryptophane, qui va être précurseur de 5-hydroxytryptophane et puis de sérotonine. Donc on a des éléments qui permettent on a déterminé quels étaient les précurseurs de ces neuromédiateurs. Le fait de ne pas les consommer ne peut pas les accentuer, ne peut pas accentuer leur synthèse. Si on ne consomme pas les précurseurs, d'après mes données, d'après mes informations, je vois pas comment, en ne consommant pas les précurseurs, on peut influencer positivement
la fabrication de neuromédiateurs. Ok. Peut-être c'est un point intéressant, c'est qu'en fait, j'ai vu beaucoup, par exemple, on voit dans la médecine fonctionnelle, il faut faire un petit déjeuner protéiné pour apporter de la tyrosine, qui est un précurseur de dopamine, etc. Mais je ne suis pas persuadé que, oui, bien sûr, les mécanismes existent, mais je ne suis pas persuadé que le fait de le consommer à tel moment va influencer la synthèse à ce moment-là. C'est-à-dire peut-être on va consommer les acides aminés le soir et ils seront disponibles pour la synthèse de... Je ne sais pas si vous voyez ce que oui, enfin, après tu me dis si je me trompe ou si je m'égare ou quoi que ce soit, mais ça me fait penser à cette fameuse horloge biologique, le concept de l'horloge biologique. Ton corps n'a pas une horloge interne qui te dit à 8 heures il faut que je mange, sinon mec je tape une chute, quoi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu te lèves le matin, si tu manges à 8 heures ou à 9 heures ou à 10 heures ou peu importe, ton corps ne réagit pas à tel moment à 8h27 et 36 secondes en te disant c'est quoi là je tape une chute pour que tu comprennes qu'il faut bouffer, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que parfois on parle d'horloge biologique, à un moment c'était un concept qui venait et que ça tapait du stress. On a un rythme circadien, on a un rythme circadien, mais ce n'est pas à 20 minutes près, etc. On sait que on a un pic de cortisol le matin, etc. Il y a des choses en termes de... C'est bien que tu parles du pic de cortisol, parce que c'est cortisol, hormone du stress. Hein. On est d'accord, ok. Donc souvent, pour eux, c'est le démon, le cortisol. Quand on entend le cortisol, pour la population lambda, je parle, c'est qu'un taux de cortisol, même le mot juste cortisol fait peur. Il monte le cortisol. Panique, hop, on monte le taux de cortisol. Et donc on se dit, ouais, il faut pas monter le taux de cortisol. Mais un taux de cortisol trop faible... Ça s'appelle un burn-out. Voilà, tout à fait. Et est-ce que, justement, on peut remettre brièvement en place que le cortisol est quelque chose de normal, de vital, bien sûr. De vital, que effectivement trop élevé, ça peut amener à des complications, mais trop faible, ça peut amener à un crash. En général, c'est une espèce d'effet boomerang. C'est quand les glandes surrénales ont trop travaillé pour stimuler la fabrication du cortisol pendant un trop long délai, qu'on a épuisé, comme le pancréas pourrait s'épuiser si on consomme des quantités de sucre trop importantes pendant un certain délai. Le pancréas ne sera plus à même de produire une quantité suffisante et nécessaire d'insuline. Et là, pareil avec les glandes surrénales, si on produit des quantités trop importantes de cortisol sur un trop long délai, elles sont plus capables de synthétiser, de produire ce cortisol dans des quantités suffisantes pour nous stimuler le matin, parce que c'est essentiellement à ça que ça sert, c'est donner cet élan le matin. En tout cas, le cortisol, c'est à ça qui sert en matinée, au réveil. Mais on en avait parlé quand j'étais passé au magasin, justement, je pense que tu m'avais conseillé là-dessus. Est-ce que tu valides ça? Ou est-ce que tu rajouterais des informations par rapport à ce que tu viens d'entendre? Ok. Tu veux peut-être un troisième café, Bas? Non. Mais ce concept de fatigue surrénale, en fait, je pense que ce n'est pas une... C'est ça que tu veux mettre en avant, fatigue surrénale? Pas nécessairement, c'est le fait de ne plus produire de cortisol. Je pense qu'en dehors de pathologies comme la maladie de Cushing, je pense que... C'est une maladie que je ne connais pas, donc je suis juste à l'écoute. Je pense qu'en termes... Non, pas la maladie de Cushing. La maladie de Cushing, c'est produire trop de cortisol. Une autre pathologie, il faudrait que je... C'est complexe, mais je pense qu'en dehors de pathologies spécifiques, on produit toujours du cortisol. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une sorte de fatigue surrénale. C'est une hypothèse, quoi. C'est quand même quelque chose qu'on voit chez les gens qui souffrent de burn-out, c'est qu'ils n'ont plus le cortisol nécessaire suffisant pour se lancer, pour démarrer le matin. Là, c'est quelque chose qu'on vérifie. Ça. Mais ça se vérifie juste par symptômes ou il y a vraiment des tests spécifiques? Il y a des vérifications par symptômes. D'accord. Donc voilà, on était notamment sur l'hormone de cortisol, pour complémenter ce que Sacha disait, notamment via les symptômes, comment tu voyais qu'une personne n'allait pas bien, qui peut potentiellement déjà en burn-out. Et si ça se vérifiait en dehors de tests, juste par des symptômes, ce qui est déjà pas mal. Hein, voilà, mais on remarque que les gens qui sont en burn-out ont un taux de cortisol à jeun, ça se vérifie dans les prises de sang, ou un taux de cortisol à jeun nettement trop bas. Ouais, ok. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tendance à vérifier. L'intérêt du jeûne, c'est effectivement qu'on sait prendre des prises de sang. Déjà. Ah, ça c'est pratique. On n'a pas de prise de sang à jeun, c'est bien. C'est important.
Donc toi, tu voulais complémenter, tu n'étais pas tout à fait d'accord ou... Je pense que j'ai dit ce que j'avais... Oui, je pense que c'était nécessaire. Les amis, on va attaquer quelque chose qu'on entend à tout niveau, donc c'est notamment sur le jeûne stimule l'autophagie. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que l'autophagie n'influencerait pas positivement l'hypertrophie dans un même temps? Pour rappel, je marque ici, c'est que l'autophagie, c'est un mécanisme physiologique de destruction des cellules par ses propres liposomes. Alors, est-ce que effectivement ça stimule l'autophagie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et dans le même temps, est-ce que ça aurait des bienfaits? Alors, est-ce que ça stimule l'autophagie? Oui. Alors, je ne dirais pas, ça dépend. C'est-à-dire que, bien sûr, si tu es dans un état de déficience énergétique, tu vas stimuler l'autophagie. Donc, sachant, on a parlé tout à l'heure via les enzymes AMPK, etc. L'enzyme AMPK. On a ces mécanismes qui existent. Maintenant, c'est quelle est la pertinence clinique de ça? Est-ce que ça se traduit par des résultats? Sur l'hypertrophie, certainement pas, parce qu'on en a parlé. C'est pas en arrêtant de manger qu'on va prendre du muscle. Donc ça se traduit pas pas dans la recherche. La question, c'est... Peut-être en mangeant du steak de licorne une fois par jour, tu vois, je sais pas. Et la question, c'est... Est-ce que ça se traduit par des effets sur la longévité, ce qui est suggéré? Et on ne sait pas, parce que la recherche est sur l'animal. Et même la recherche tend peut-être à être assez mal faite, c'est-à-dire qu'on a un groupe contrôle de souris qui est en surplus calorique. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent on assimile en fait les recherches qu'on veut remettre sur les humains. J'en parlais notamment, tu sais, sur la dépendance au sucre, mais on n'est pas fondamentalement dépendant au sucre. Je fais une aparté parce que c'est bien qu'on parle de la recherche sur les animaux. On se dit, regarde, il y a une recherche qui a été faite sur les rats. Oui, mais t'es pas un rat. Donc, on partage un patrimoine génétique. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un certain aspect. Maintenant, il y avait cette recherche, cette fameuse recherche réputée sur la dépendance au sucre. Moi, aujourd'hui, t'as faim, je te mets une boîte de Tire-le-Mont sucre fin. Je suis pas sûr que tu bouffes la boîte, hein, tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'il faut remettre aussi en contexte, je pense. C'est que oui, ce sont des approches, c'est intéressant, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas transférable à 100%. Voilà, il y a un niveau de transfert qu'on a tendance à surestimer. Pour moi, ça reste des indicateurs et que l'esprit critique doit être pris en compte aussi à ce niveau-là. On peut pas dire regarde telle recherche, ce qui a été une erreur à un moment que moi-même je faisais et je dois reconnaître, hein, c'est tout à fait normal, quoi. Voilà, donc encore une fois, on sait ça, la recherche sur les rongeurs peut illustrer des mécanismes, peut illustrer, voilà, ok, on a des rongeurs qui vivent plus longtemps avec ce principe de jeûne. Maintenant, est-ce que ça se traduit chez les êtres humains? Et il y a beaucoup de choses qui ne se traduisent pas chez les êtres humains. On sait que les rongeurs sont beaucoup plus sensibles à la déficience énergétique. Donc, je suis agnostique à ce stade. J'espère qu'un jour, on va avoir des données épidémiologiques qui vont peut-être évaluer ça en tant qu'exposition, peut-être la fourchette où les personnes mangent, la durée où les personnes mangent, en tant qu'exposition sur des critères d'évaluation comme la mortalité, toutes causes confondues. Je n'ai pas connaissance que ça ait été évalué à l'heure actuelle. Je suis agnostique. Donc, si un jour je vois des données robustes qui montrent que, ok, on voit une diminution de la mortalité, toutes causes confondues, avec des protocoles de jeûne intermittent, des choses comme ça, peut-être que je le ferai. Ou peut-être pas, parce que j'aurais faim, peut-être. Ah ouais, tout à fait. Mais après, bon, c'est pas tout à fait lié aux sciences du sport, mais par exemple, il faut pas oublier aussi qu'on est en perpétuelle évolution, et que je parlais justement avec Mathias Soulol dernièrement, à l'heure où on discute, dans le cas des sciences du sport, par exemple, c'est une science relativement nouvelle. Ça a quoi? Ça a 100 ans, ça a un siècle. C'est récent, je veux dire. Donc, ça prend du temps de développer, de pousser à la recherche et de comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, si effectivement il y a des choses à améliorer. Donc, seul l'avenir nous le dira quelque part. Pour le moment, on est un petit peu limité. Tu as pas mal parlé de l'autophagie, Sacha? Oui, effectivement, on sait qu'après un certain laps de temps, on rentre dans une phase d'autophagie qui est moindre que ce qu'on a
par le terme autophagie, donc consommer ses propres organes. Ouais. Ça vient du grec, hein. Je viens de dire. Toi aussi, tu vas nous vacciner comme les Français que vous avez gagné l'euro en 2015. Comment ça se passe? Non, donc voilà, on n'est pas dans le fait d'aller détruire ou d'aller manger ses organes, manger ses muscles. Effectivement, on va utiliser comme nutriments des réserves qu'on a, des réserves sous forme de réserves de nutriments, tout simplement. Maintenant, de nouveau, pour la performance, non, que ce soit, peu importe la filière énergétique dans laquelle on travaille, si on est dans plus l'anaérobie lactique, on va préconiser de la consommation de glucides, quand même pour fournir un effort bénéfique. Chaque filière a son nutriment, et en aucun cas l'autophagie va permettre la performance par une absence de nutriments. Pour moi, c'est un non-sens. Voilà, ça résume un petit peu la question. Hein. Donc, merci les gars. Je vais rebondir sur autre chose. Ça va être sur le fameux OMAD. On disait en off, donc OMAD, One Meal a Day. Donc, ça fait partie des phénomènes de jeûne, hein, voilà, des tendances de jeûne. Et que j'avais l'impression qu'en fait, aujourd'hui, pour pallier à ces... est-ce qu'on peut appeler ça des déficiences alimentaires, mais pour... répondre à des habitudes et s'attacher à une communauté, on se dit, moi je mange pas le matin, ou j'ai le temps, entre guillemets, dû à mon activité professionnelle, se cacher derrière des habitudes qu'on a, pour dire, par exemple, voilà, moi j'ai pas le temps de manger, donc je mange une fois sur la journée, et je fais partie du OMAD, mais regarde, ça a des bienfaits, etc. Non, je pense qu'il y a deux choses à mettre en perspective. La première, ça c'est quelque chose d'assez général dans la musculation que j'ai vu depuis mes débuts. C'est qu'on prend quelqu'un qui est doué génétiquement et on le met comme porte-étendard d'une méthode qui est bancale. Mais vu qu'il est doué, ça a marché sur lui, donc regarde, c'est que ça c'est que c'est général. Mais ce gars est doué génétiquement, il a un profil hormonal béni des dieux, et donc il a des résultats. Il aurait eu sans aucun doute des meilleurs résultats avec quelque chose de plus conventionnel, de plus sain, de plus équilibré. Mais vu que ça a marché sur lui grâce à sa génétique uniquement, les gens en font un amalgame. Ils se disent, oui, si ça a marché sur lui, qui a une génétique godlike, ça va marcher sur moi. Et ça, c'est un peu, chaque fois qu'on a vu des nouvelles tendances alimentaires, comme je dis, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, et j'ai vu, il y a des tendances qui ont disparu. Il y a des nouvelles tendances qui arrivent, comme le OMAD, c'est quelque chose d'assez récent, qui est quand même l'extrême du jeûne. En fait, est-ce que c'est récent ou est-ce que justement ça vient maintenant parce que avec l'ascension des réseaux et de certains influenceurs forcément, il y a une exposition accrue et une facilité de s'exposer. Donc effectivement, quelqu'un qui aura un physique marketable, qui aura un physique qui plaît à la communauté sur laquelle on peut se rattacher. À une audience large, s'il arrive à promouvoir une méthode alimentaire, après on va pas rentrer dans des notions de dopage ou autre. On a mis en avant des athlètes véganes à contrario d'athlètes... T'as pas aimé le documentaire Netflix, ça? Attention, vous avez l'ami des véganes ici parmi vous. Moi je suis l'ami des animaux, mais je les mange. Ouais, moi quand aussi. Même, un peu. Après... Moi, tu sais que je suis vraiment l'ami des véganes. Hein. Ah ouais? Ben ouais. Mais moi j'ai pas de problème avec les véganes, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Je suis défenseur du régime vegan. C'est vrai? Ouais. Les gens pensent que... On aura l'occasion d'en parler aussi. Hein. On aura l'occasion d'en parler aussi. Peut-être dans un prochain podcast, ça sera déjà l'occasion. Voilà, ça va être le moment. Si les internautes regardent, je ne sais même pas si internaute ça se dit encore, en tout cas si sur YouTube ça se regarde, faites-nous savoir si vous voulez justement un nouveau débat avec Sacha et Vas sur le régime vegan, ça peut être intéressant. Non mais c'est ça pour dire qu'on a confronté des athlètes qui avaient un plan alimentaire irréprochable, un plan alimentaire vegan, très équilibré, très bien complémenté et peut-être dopé, et bref. Et puis on a confronté ça avec des omnivores qui étaient laissés à l'abandon d'un point de vue suivi nutritionnel et qu'on a essayé de confronter les deux. Voilà, c'est toujours... pareil dans le OMAD, on va prendre quelqu'un soit qui est doué génétiquement, soit qui atteint les nutriments dont il a besoin quotidiennement, et on va le confronter à quelqu'un qui mange n'importe quoi, n'importe quand. Et donc forcément, on n'a pas
y a aucune comparaison à avoir. On touche un point important parce que sur le OMAD, en fait, je veux dire, moi je sais qu'aujourd'hui, mes calories de maintien, ça équivaut plus ou moins à 2500 calories. Attention, parce que j'ai pas mal... Voilà, avec activité physique. Hein, avec activité physique. Léger, hein. C'est vrai, hein. C'est léger. Mais Non, ça mais t'es léger. c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que je fais 73,5 kg de poids de corps. Voilà. Donc, pour une personne qui pratique le OMAD, qui fait 90-95 kg de poids de corps, et qui derrière... s'enfile 3000 calories en un repas. Mec, 3000, même pour... attends, on parle d'une personne sur le profil qui a quand même 4-5 sessions d'entraînement en renfort. Tu te dis, il faut plus que 3000 cales pour ça. Ouais, je connais... Attendez les gars, je connais pas beaucoup de monde qui a une maintenance à plus de 3000 cales. Hein. Maintenance. Mais peut-être un excédent calorique en vue. Ouais, mais il y a pas énormément de monde quand on prend qui consomme autant de calories. Là, je vous suis pas là. Ouais. Non, là je vous suis pas. Il y a bien sûr parce que peut-être vous êtes dans une niche où toi tu es dans le kettlebell, toi dans le bodybuilding où il y a des gros gaillards et toi des personnes qui dépensent énormément de... Bah, il y a énormément de dépenses. Mais c'est pas la norme de consommer trop 3000 calories. Ah oui, non. non, mais par contre, par exemple, demain, tu me dis, ben voilà, présente-moi des personnes... Ouais. Ça, je t'en présente. Ça. Oui, moi, je vais t'en présenter qui consomment 5000 cales. Mais je veux dire, dans mes... mais on peut prendre même mes abonnés Instagram. Ah oui, mais là, Tu vois. effectivement, mais ça va dépendre d'une communauté à une autre. Alors là, on est d'accord. Ça, c'est clair. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil, mais oui, c'était notamment sur le mat. Donc, pour répondre à ça, ça veut dire qu'il va falloir passer par des aliments rassasiants, entre guillemets. Non, pas trop rassasiants, justement. Pas trop rassasiants. Avec un indice de satiété bas. Avec une densité calorique. Densité calorique, ouais, parce que dans les aliments rassasiants, tu avais fait un post d'ailleurs là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça, sur les aliments rassasiants avec l'élixir de longue vie, je crois, à la fin. Je sais plus, mais en tout cas, on voyait ta tête sur le dernier truc. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Bonheur existentiel. Ouais, voilà. je m'étais bien marré là-dessus. Donc, oui, ça peut être un problème aussi, ça, pour toi, forcément. C'est la qualité des aliments. Voilà, je pense qu'on peut aller trouver des aliments à densité calorique faible, donc qui par 100 grammes ne sont... des aliments à indice de satiété faible, pardon. Mhm. Donc des aliments qui par 100 grammes ne sont pas très rassasiants et qui ont une densité calorique élevée, donc qui sont très caloriques par 100 grammes, par exemple. Mais typiquement, donc... En général, ce type d'aliments, c'est des aliments qui sont industrialisés, dans lesquels on a rajouté des graisses, du sucre. Sinon, on doit commencer à boire de l'huile d'olive pour avoir une densité calorique élevée, un indice de satiété bas. Je dirais effectivement, en consommant du chocolat, des bonbons, des trucs, des aliments qui sont, d'un point de vue santé, qui sont vides micronutritionnellement, vides de micronutriments. On s'en sort pas en consommant des fruits, des légumes, en préservant quand même son pH sanguin. Voilà, en mangeant des fruits et des légumes au prorata de la quantité de protéines qu'on consomme. À 3000 calories sur un repas, on est au-delà des 2 kilos de nourriture pour préserver un équilibre acido-basique, des notions de santé qui sont assez basiques. Ouais. Ou bien on se conforte dans le fait de manger du chocolat, des bonbons, des chips, ce qui pour moi n'est pas une diète d'athlète. Pour moi, on n'est pas un athlète quand on mange ce genre d'aliments. Ok, moi je pense que ça dépend toujours de... parce qu'on n'a pas parlé d'objectifs, c'est-à-dire que des personnes doivent réduire leur apport calorique pour perdre du poids, parce qu'on parle de 1 meal a day, mais encore une fois, la balance énergétique reste... Le facteur fondamental pour l'objectif qu'on veut atteindre. Si on parle de perte de poids, peut-être certaines personnes qui n'ont pas une maintenance calorique très élevée, puis ça peut les aider, peut-être parce qu'ils sont occupés pendant la journée, et que ça peut les aider un outil qui peut potentiellement les aider en termes de satiété. Donc peut-être qu'une personne va consommer 1500 calories en un repas, et puis ça va l'aider, va pouvoir consommer peut-être suffisamment
de fruits et légumes, va consommer ça va arriver à son total protéique, etc. Maintenant, le problème, c'est le retour potentiel à la maintenance ou même en léger surplus dans un but de prise de muscle. Et oui, là, on a quelque chose de plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aliments qui sont denses en calories et qui sont potentiellement bénéfiques, comme les oléagineux, les graines, ce genre de choses. Maintenant, je vois ça peut-être si quelqu'un se débrouille bien sur le système One Meal a Day, bon, parce que ça l'a aidé pour son déficit calorique. Peut-être se dire, ok, maintenant je vais rajouter un repas. Ça peut être une solution. Je vais me remettre en maintenance, je vais rajouter un repas. Je suis beaucoup sur le concept de prise d'habitude pendant un déficit calorique. Donc, potentiellement, peut-être que One Meal a Day serait peut-être pas idéal par rapport à ça. Je pense vraiment que la mise en place d'habitude est importante pour le maintien du poids. C'est ce qu'on voit de manière constante dans la recherche. Voilà, mais si une personne se dit maintenant, j'arrive à rajouter un repas et arriver potentiellement à la maintenance calorique. En fait, excuse-moi, je te coupe, parce que là, on ouvre une hypothèse. Oui, on parle de maintenance calorique, mais on parlait de qualité des nutriments aussi. On parlait d'athlète, est-ce qu'on sait se nourrir comme un athlète? Athlète ou pas athlète, que ça soit régime santé ou pas, est-ce que le fait que, par exemple, pour amener une grosse densité calorique, il faut manger de la crasse, hein, voilà, il y a un moment, il faut complémenter en mangeant de la crasse. Pas nécessairement, parce que regarde, tu prends le simple truc, les oléagineux. Mm-hmm. Oui, il y a une grosse densité calorique voilà, sur les noix, par exemple, les cajous, les avocats. C'est simple, c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. C'est de manger beaucoup d'oléagineux, beaucoup d'avocats, beaucoup d'huile d'olive. Ce sont des aliments qui sont sains en soi. Mm-hmm. Ce n'est pas de la junk food, c'est constamment associé à des résultats favorables, mais ils sont denses en matière de calories. Donc, je pense que c'est possible d'intégrer ça dans One Meal a Day. Mm-hmm. Est-ce qu'on va réussir à intégrer d'autres aliments comme les fruits et légumes, etc. Il faut encore rajouter ça, tu vois. Et il y a aussi cet aspect de micronutriments où il y a potentiellement peut-être une limite d'absorption en un repas. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir 800 mg de calcium en un repas, tu vois? Donc, ça peut amener à des déficits internes. On a une certaine compétition aussi sur certains micronutriments, mais tu vois, dans le contexte d'une alimentation variée, diversifiée, qui est au moins en 2-3 repas, ça posera pas de problème. Il faut pas se dire, ok, je vais mixer tel aliment avec tel aliment pour pas avoir de compétition, parce que dans l'ensemble, voilà, généralement, c'est pas un problème. Mais dans le contexte de One Meal a Day, je me dis peut-être, potentiellement, ça pourrait amener à... Donc toi, t'es pas complètement fermé à l'idée du OMAD, en fait? Je pense que c'est un outil. Je suis fermé à dire que c'est mieux qu'autre chose. Et ça, oui. Oui, ok. Parce qu'on parle d'une nutrition optimale. Voilà. Mm-hmm. On parle, voilà, le but c'est de manger de la meilleure des manières pour conserver des outils de santé, pour conserver des choses. Et de nouveau, par rapport à c'était très intéressant ce que tu disais, utiliser le OMAD comme n'importe quelle autre méthode pour obtenir un déficit calorique, ça s'appelle faire un régime. Donc c'est momentanément changer ses habitudes alimentaires dans le cadre d'obtention de résultats physiques. En général, je parle en général, hein, mm-hmm. Il y a des exceptions. À l'issue de ce régime, les gens récupèrent l'alimentation qu'ils avaient avant. L'alimentation qui leur a conféré le physique qu'ils ont voulu changer. Ouais. Ça, c'est assez général, ouais. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'avec une méthode type régime, type OMAD, type peu importe ce que c'est, la monodiète, j'ai vu des trucs de fou. Je rigole parce qu'il en a parlé aussi, la perte de gras rapide, il en a parlé aussi. Enfin, voilà, les gens qui ont une monodiète, après, ils sont dans un flou. D'un point de vue nutritionnel, ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont aucune information. On leur a dit de bouffer des concombres toute la journée. Ce qu'ils ont fait, ils ont perdu 10 kilos. Et après, ils sont un petit peu perdus. Ils ne vont pas manger des concombres toute leur vie. Donc, ils récupèrent l'alimentation qu'ils avaient avant, qu'ils ont forgé, qui les a forgés toute leur enfance.
jusqu'à ce qu'ils doivent faire régime. Ouais. S'ils ont dû faire régime, c'est qu'ils avaient un physique ou des marqueurs de santé qui n'étaient pas favorables. Donc ils ont dû perdre du poids. Et en récupérant l'alimentation qui leur a octroyé les marqueurs de santé qui étaient défavorables, ils vont les récupérer. Parce qu'en récupérant une alimentation qui était délétère, après un régime, elle sera délétère après le régime. Ouais, mais j'aimerais du coup revenir sur ce concept de mise en place d'habitude. Donc admettons, on a une personne, individu lambda. Prenons un exemple. Voilà, prenons l'individu lambda, croissant le matin, et puis elle a des problèmes au niveau de la satiété. Elle pense que One Meal a Day, c'est une bonne solution. Maintenant, elle va pas garder exactement la même alimentation, elle va aussi revoir son alimentation. Elle va intégrer. Mais donc il y a une conscience alimentaire qui s'installe. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évoqué chez les gens qui ont tendance à promouvoir ce One Meal a Day. Je ne sais pas, à vrai dire, je sais mais pas. Ils sont plus dans une logique de macro. Ouais. Les micros, bon, malheureusement, d'après certains, presque ça n'existe pas. Ouais. Donc ils sont plus dans une logique de macro, d'obtenir leurs protéines, glucides, lipides, peu importe la qualité des glucides, peu importe la qualité des protéines et des lipides. Donc il n'y a pas de conscience alimentaire. En fait, on va parler de Fastly Food parce que c'est la personne qui est très connue pour le One Meal a Day. On devait l'inviter, il n'a pas su venir malheureusement. Ouais, à Lyon, c'est loin par rapport à Bruxelles. Enfin, c'est loin et c'est pas loin, quoi. Bon, je regarde son compte Instagram, je vois... Ok, je me dis beaucoup de junk food, je pense que ça peut attirer beaucoup de gens parce que dire ok, je vais avoir un bon physique en mangeant des sneakers. C'est vrai que c'est attirant, c'est se tourner vers la facilité, en fait, ce qui convient le plus à la personne en fonction de ses habitudes actuelles aussi. Il y a un facteur comme ça qui fait que tu peux pas juste te dire tiens, mange ça et puis basta. Tu vois, il y a des personnes qui bloquent. Maintenant, je tiens à dire que moi j'ai discuté avec certaines personnes, je pense que d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas ce qu'ils recommandent dans ces formations de manger beaucoup de junk food. Maintenant, je pense que l'image qu'il transmet par rapport à ça n'est pas positive. Je pense moi comme lui, on influence beaucoup de gens. Et je pense qu'on doit faire attention à ce qu'on transmet sur les réseaux. Et je pense, il ne devrait probablement pas mettre en avant certaines choses de junk food. Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'il fait qu'on voit dans ces formations. Voilà. Okay. Mais je pense... Mais il y a une partie où c'est honorable quelque part. Quand même. Oui, bien sûr. Non, effectivement, si le fait c'est une espèce d'appel, c'est une espèce de produit d'appel, de mettre en avant qu'on peut manger de la junk food et obtenir un physique, et puis rapatrier de la clientèle vers des formations peut-être payantes aussi, ça c'est du marketing assez classique. Mais voilà... Est-ce que les gens vont jusqu'au bout des choses, vont jusqu'à la formation? Est-ce qu'ils prennent pas juste l'information selon laquelle... c'est ça que et c'est là que c'est peut-être dangereux. Mais il faut aussi dire que c'est bien de dire qu'on peut inclure une part de junk food dans son alimentation. Ça aussi, de dire, voilà, il n'y a pas vraiment d'aliments qui vont bloquer la perte de poids, qui vont... C'est vraiment énergétique. Voilà. Peu importe comment on l'obtient. Même en termes de santé, c'est pas parce qu'on intègre X calories d'aliments qui ne sont pas forcément bénéfiques dans le contexte d'une alimentation whole food où il y a suffisamment d'aliments bénéfiques, entre guillemets, ça ne posera pas non plus de problème. Donc, je pense aussi que c'est important de le mettre en avant. Voilà. Mais il faut vraiment contextualiser tout ça. Ouais. Mais les gars, on va en arriver tout doucement aux questions des abonnés. Hein. Il y a quand même des choses sur lesquelles on a déjà répondu. Donc, ce que je propose, c'est qu'on complémente comme on l'a fait tout le long du tournage. Donc, question des abonnés. Quand tu jeûnes, perds-tu forcément du poids? Exemple, jeûne intermittent. Bon, on y a répondu. C'est ce dont on a parlé, la balance énergétique. Balance énergétique, c'est-à-dire que... Alors, je vais rajouter quelque chose, c'est qu'en fait... Pendant le jeûne, on va perdre du poids parce que... On peut parler de la masse grasse parce qu'il faut bien mettre de l'énergie à disposition pendant la période de jeûne. Alors, selon la durée du jeûne, on peut le ressentir ou pas sur la balance, bien sûr. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on va restocker toute la graisse qu'on a perdue pendant la période où on va manger? C'est la question. Donc, par exemple, si on fait un jeûne de 24 heures, et qu'on a un déficit de 2000, est-ce qu'on va manger un surplus de 2000 pendant les 24 heures suivantes où on va manger? Parce que là, la balance nette
ce sera vers le maintien du poids. Évidemment. Oui, Voilà. c'est équilibré. Donc, oui. Donc c'est aussi également bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on fait un jeûne intermittent qu'on ne peut pas prendre du poids également. Si on consomme plus de calories que ce qu'on dépense, voilà. Mathématiquement parlant, on va créer des réserves. Vous le savez sans doute, vous l'avez déjà entendu. Moi, c'est mon rôle d'indiquer vers des personnes compétentes, les personnes que je coach, vers des personnes compétentes pour leur suivi alimentaire. Mais quand on me dit, moi, je vais faire du jeûne pour perdre du poids, des fois, j'ai envie de rigoler parce que je me dis, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une méthode. C'est pas parce que tu fais du jeûne, voilà, c'est ça. C'est un outil. Mais c'est pas parce que tu jeûnes que tu vas forcément perdre du poids, si tu ne mets pas les choses en place sur le côté aussi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un contexte ad libitum, généralement, quand une personne fait une sorte de jeûne, elle ne compense pas en consommant autant de calories que ce qu'elle aurait mangé si elle avait mangé à ce moment-là. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Il y a aussi un facteur motivationnel d'entrée de jeu quand tu commences quelque chose. Non, mais effectivement, si on enlève 1 ou 2 repas de ses habitudes alimentaires, on ne compense pas autant. Mais on ne compense pas pour la simple et bonne raison qu'on a un facteur limitant de satiété. Le premier repas, même dans les jeûnes type religieux, toute la journée, voilà, j'ai des amis qui ambitionnent de manger des grosses quantités à la rupture du jeûne et ils n'y arrivent pas. Ils arrivent à manger 500, 600, 700, 800, 900, voire 1000 cales. Mais ils se sont déjà imaginés manger des quantités incommensurables de nourriture et ils n'y arrivent pas. Donc effectivement, il y a un facteur limitant digestif, satiété. Et effectivement, si on enlève 1 ou 2 repas de la journée, c'est parfois compliqué, même si on veut, de les rattraper, à part en consommant des aliments qui ont un indice de satiété très faible et une densité calorique très élevée, ce qui sont c'est ça quoi. Si on passe d'une alimentation whole food à que de la junk food en 2 repas, oui, alors on obtient son total calorique qu'on avait sur 4 repas avant. Ok, ça roule. Ça répond simplement à la question, très simple. Est-ce que le jeûne peut être bénéfique en cas de régime anti-inflammatoire? On y a répondu plus tôt de toute façon, et il y aura les chapitres différents en fonction du temps du podcast. Alors, on y a répondu aussi, je pense. J'ai fait des jours de jeûne à l'eau. Trop bonne expérience. Je veux refaire ça. Que des bienfaits de ouf. On a parlé du jeûne hydrique et de la vie qu'on en avait. Donc je pense que tu veux peut-être rajouter quelque chose. La question, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment encore rajouter. J'en ai parlé. C'est que on peut faire des trucs dingues et se sentir bien. On peut prendre des drogues et se sentir très bien aussi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas que c'est positif sur la santé à long terme. Et puis, j'ai que des bienfaits de ouf, mais par rapport à quoi? Est-ce qu'il était malade la veille? J'en sais rien, je sais pas en fait, tu vois. Ouais, mais à mon avis, il a eu un petit pic de cortisol et d'adrénaline, il s'est senti bien, et puis voilà. Mais... C'est un challenge aussi, peut-être c'est un accomplissement, non mais vraiment, en fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on ne mentionne pas des fois assez, mais tu te dis, ok, je me mets un challenge, est-ce que je suis capable de tenir un engagement? Ah, j'ai réussi un engagement. 36 heures. Cette fierté. Voilà, c'est ça. Et qui va produire de la dopamine et plein de choses, plein de neurotransmetteurs qui vont. Mais c'est des facteurs en dehors du jeûne. Ça n'a rien à voir avec le fait de. Voilà, si c'était mis comme objectif de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes et qu'il avait réussi, il aurait eu les mêmes. Je l'emmène au JO, tu sais. Oui, bon, ça c'est. Non, mais voilà, peu importe l'accomplissement physique ou sportif, voilà, ou l'accomplissement en termes de. Ça, c'est vraiment quelque chose de notable aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, tu vois. On a tendance à embellir aussi après coup. On a tendance à embellir la situation, c'est vrai que je me sentais trop bien, etc. Alors que parfois, durant la journée, il y a eu des fluctuations d'énergie, on était un peu fatigué. Mais tout à fait. Voilà, on a tendance à idéaliser certaines situations. Rien de plus à ajouter, ouais. Donc juste pour moi, savoir que se sentir bien n'est pas synonyme de... C'est parfois un mécanisme contraire. Hein. C'est parce que l'organisme est agressé qui produit des neuropeptides ou des neuromédiateurs en vue de cette agression. Est-ce que le jeûne est intéressant pour les pathologies intestinales? SIBO. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hyperperméabilité, côlon irritable. Côlon irritable, ça me fait penser qu'on aurait pu avoir Jack Steam aussi pour... Je peux commencer. Donc c'est savoir peut-être déjà c'est quoi le SIBO et puis répondre aussi à la question. Je pense que toutes les maladies
dans le contexte digestif, sont issus d'une alimentation, enfin, soit génétique. À ce moment-là, il y a de l'allopathie en général, il y a des médicaments qui vont contrer ça. Mais si c'est quelque chose d'auto-immune, quelque chose qui a été créé en général par l'alimentation, c'est souvent réversible. En tout cas, ça peut être accompagné par des prébiotiques, par des probiotiques. Ça peut être accompagné par une alimentation qui est saine et bénéfique. Mais ce n'est souvent que le résultat d'une alimentation de nouveau délétère. Ouais. Donc le fait de ne pas manger, je pense que c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est rarement la meilleure solution. C'est peut-être mieux que de manger mal dans certains cas. Okay, je comprends. Mais c'est souvent moins intéressant que de manger sainement. Voilà, c'est vraiment juste cette perspective-là que je voulais mettre. On en revient principalement à tout ce qu'on a revu là déjà. Forcément, une alimentation saine, variée, équilibrée sera toujours plus intéressante pour moi qu'une sous-nutrition ou qu'une dénutrition. Est-ce que parce que toi tu fais encore du one-to-one, toi je sais que tu n'en fais plus mais que tu veux élargir ton public via les formations notamment, tu es en train de bosser dessus et tout ça. Est-ce que toi en one-to-one tu as un rôle d'éducation où des fois tu arrives sur une personne braquée qui te dit non mais moi je veux ça et pas autrement. Comme par exemple un kiné peut se dire écoute il tombe face à une personne, moi je veux que du massage, laisse-moi tranquille. Bien sûr, et là on rentre plus dans le coaching alimentaire. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des protocoles plus qui m'ont été enseignés, hein, c'est pas des choses que j'ai inventées, j'ai pas inventé grand chose. Voilà, des protocoles qui ont été créés pour rééduquer la personne, soit via des sprints, il y a des sprinteurs, il y a des marathoniens, il y a des gens qui ont besoin de changements rapides et qui sont prêts à assimiler de l'information s'ils ont des résultats rapides, parce que ça va booster leur motivation, etc. Ou alors des marathoniens, des gens qui ont vraiment besoin de tout petits pas. J'ai eu l'exemple, c'était assez drôle, d'un gars qui tous les matins, mangeait 6 cookies au chocolat. C'était bon. Il a dû se faire bien, lui. Il était un petit peu obèse. Okay. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé pourquoi il mangeait 6 cookies au chocolat le matin. Il me disait parce que dans un sachet, je sais en mettre 6. Ah ouais, il est malin. Et rien qu'en lui suggérant de prendre des sachets plus petits, il a diminué son apport en cookies au chocolat. Voilà, et il y a des gens qui sont pas capables de passer de ça à je sais pas, des œufs, des légumes, une petite portion de fruits le matin. Voilà. Ouais, c'est compliqué pour certains, vraiment c'est compliqué. Tout à fait. C'est une bonne remarque ça. Rien d'autre à ajouter là-dessus? J'ai pas mal de trucs. Pour les pathologies digestives, je pense que je vais reprendre ce qu'il a dit, c'est que bien sûr, si tu jeûnes, tu vas enlever pas mal de choses qui sont potentiellement délétères, mais après, qu'est-ce que tu vas manger pendant ta période où tu vas manger? Je n'ai pas connaissance pour le syndrome du côlon irritable, j'ai pas connaissance d'une efficacité particulière du jeûne en comparaison à un régime à faible teneur en FODMAP par exemple, qui a montré son efficacité. Ouais, on en a encore une fois parlé la dernière fois, ce qui était très intéressant d'ailleurs. Pour le SIBO, qui est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, je n'ai connaissance d'aucune intervention alimentaire. Et généralement, le traitement, c'est des antibiotiques. Et la perméabilité intestinale, c'est souvent... j'en ai parlé dans mon livre sur les produits laitiers parce qu'on associe souvent caséine et perméabilité intestinale. De toute façon, il y aura le lien dans la description sur le livre des produits laitiers. C'est plutôt un biomarqueur qui pourrait plutôt être... la conséquence d'un dysfonctionnement métabolique sous-jacent. Donc on voit que les personnes qui ont des pathologies comme le foie gras non alcoolique, syndrome métabolique, etc., tendent à avoir la perméabilité intestinale, un taux de zonuline plus élevé, perméabilité intestinale qui est plus importante, et il n'y a aucun lien de causalité qui a pu être établi en disant c'est la perméabilité intestinale qui a provoqué la maladie, ce qu'on a tendance à faire quand on peut voir ce genre d'études transversales où on analyse à un moment T, et ce serait plutôt l'inverse, donc que c'est la pathologie qui créerait
l'augmentation de la perméabilité intestinale. Magnifique. Il nous reste 2 petites questions sur la communauté. Donc c'est peut-on jeûner 36 heures, même de manière régulière en jeûne alterné, sans perdre du muscle, même en gagnant un peu grâce à une bonne programmation et une bonne diète? Je pense qu'on y a répondu aussi, forcément. On n'a pas tellement parlé prise de muscle en fait. Sur la prise de muscle avec le jeûne. On a évoqué le fait que générer un contexte plutôt anabolique, le fait d'assimiler des aliments, c'est plutôt favorable. On peut peut-être complémenter un petit peu. Moi, je tiens à dire une chose, c'est que même, donc par exemple, même si l'approche du jeûne, ou on peut parler du one meal a day par exemple, est moins optimale, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de muscle avec la méthode à partir du moment où on a certaines choses qui sont sous contrôle. Donc, l'apport calorique, l'apport protéine et surtout, ce que les gens ont tendance à oublier, ce qui est le plus important pour la prise de muscle, c'est l'entraînement. La stimulation. Voilà. Ça ne se passera pas avec du steak de licorne et de l'électrostimulation dans le canapé. Donc pour répondre à la question, et c'est la question de quelqu'un qui m'a posé directement, qui est quelqu'un qui est plutôt dans le régime cétogène et qui est assez ouvert d'esprit et que j'aime bien un petit peu taquiner. Ça m'étonne qu'il ait posé la question sur le jeûne. Est-ce qu'il est possible? Oui. Maintenant, la question c'est comment il va placer ses entraînements après 36 heures de jeûne. Est-ce qu'il va pouvoir s'entraîner avec suffisamment d'intensité? Est-ce que pendant la période où il va manger, est-ce qu'il va savoir manger suffisamment pour ne pas être en déficit énergétique? Et manger suffisamment de protéines? Donc tout ça... assimiler suffisamment de nutriments, parce qu'il y a encore le fait de consommer et d'assimiler. C'est complexe, hein. Ouais, après, je pense, même dans le contexte de distribution protéique, des études de distribution protéique, même si on a un avantage à répartir les protéines en 3 repas ou plus, même quand les protéines sont en un seul repas, on voit quand même des gains musculaires. Évidemment. On voit quand même des gains musculaires. Donc la question c'est, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Probablement pas, parce que s'entraîner après un jeûne de 36 heures, consommer suffisamment de calories et de protéines, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de critères, voilà. Et j'aime bien la retenue que la personne a dans sa question. Est-ce que c'est possible de prendre du muscle, même un petit peu? Est-ce que c'est possible, même de manière pas optimale en fait? Est-ce que c'est possible même si c'est moins qu'avec des méthodes conventionnelles? Ça dépend de la volonté que la personne a de progresser ou non. Si elle veut progresser plus ou moins vite, sachant que c'est déjà très difficile de progresser avec plein de critères, plein de facteurs bénéfiques, si on commence à tacler certains facteurs bénéfiques, on ralentit forcément la progression, jusqu'à peut-être avoir une régression. C'est important que tu parles de l'envie, parce que moi-même dans les clients, bon là je parle plus d'un côté programmation client, tu peux réaliser la meilleure programmation possible en prenant en compte tous les facteurs, l'équilibre des muscles agonistes, antagonistes sur la conception d'un programme, la récupération, le travail de cardio si c'est nécessaire ou pas. Bon, je reste convaincu que dans la majorité des cas ça reste nécessaire, mais si la personne n'apprécie pas le programme, elle aura moins d'effets, enfin moins de résultats plutôt, qu'un programme moins bien conçu, mais où elle prend vraiment plaisir à le faire. Ah oui. C'est ça qui est important aussi. Ça c'est valable pour les particuliers. Ouais. Aujourd'hui un athlète... Oui, en fait l'athlète dans sa tête, il voit juste le résultat final souvent. Et sur une approche mentale, évidemment. Je suis prêt à passer partout pour atteindre l'objectif, quoi qu'il arrive. La question moi, que j'aimerais poser, c'est si son objectif principal est la prise de muscle, pourquoi faire un jeûne de 36 heures? C'est une question, il faudra l'inviter sur le podcast. Voilà. Et la dernière, moi-même je rajouterais juste un petit détail pour savoir par rapport aux lectures que j'ai eues, si c'est bon, si c'est pas bon. Le renfort du matin à jeun avec un petit déj à suivre, est-ce que c'est ok ou pas optimal? Et je rajouterais moi-même des lectures personnelles que j'ai eues, qu'une fois je voyais que juste avant
avant le jeûne, c'était pas toujours nécessairement conseillé. Donc il y en a qui préconisaient un shake de protéines avant le jeûne pour éviter la dégradation musculaire. Et il y en a qui disaient, ben non, à l'inverse, il faudrait favoriser un apport glucidique et assimilation rapide avant de faire son truc. Donc est-ce que vous savez déjà répondre à la question de l'abonné et puis savoir si ce que j'ai lu c'était complètement bullshit ou au contraire que voilà, c'est tendancieux ou autre. Ok, c'est une question qui m'a été posée, Charlotte Clavel, je pense, dans le sticker. C'est une question que j'ai repris quand tu m'as envoyé. C'était pour entraînement en résistance. Comme on a dit, il y a potentiellement peut-être un effet délétère sur la performance de s'entraîner à jeun. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête avec ça pour l'individu lambda sur la performance? Probablement pas. Ce que je ferais d'un côté tout purement pratique, c'est d'être constant. Et pour avoir des repères en termes de progression, se dire voilà, je m'entraîne tout le temps à jeun ou tout le temps pas à jeun pour pouvoir suivre ma progression et pas avoir de facteurs de confusion potentiels. C'est ce que je ferais. Sur ta question par rapport aux protéines, c'est toujours bien d'avoir des protéines autour de l'entraînement. C'est pas obligé d'être juste avant, juste après. Ouais. Autour de l'entraînement, c'est bien. Avoir plusieurs portions dans la journée, c'est encore mieux. Des glucides, potentiellement peut-être, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est peut-être intéressant avant l'entraînement. Maintenant, je reviens, ça dépend de l'objectif, mais si le reste est sous contrôle, apport en protéines, progression à l'entraînement, total calorique en fonction de l'objectif, elle va progresser. L'important, c'est d'avoir des repères. L'important, c'est de savoir s'y tenir. Si s'entraîner à jeun, c'est pratique pour elle. Elle sait le tenir sur la durée. Elle a des repères fiables. Pour moi, pourquoi pas? Ok. Moi, a priori, je suis d'accord. De nouveau, mettre en perspective le fait qu'il y a des gens qui ont un pancréas qui produit plus d'insuline que d'autres et qu'en consommant une certaine quantité de glucides, maintenant, il faudrait voir combien de temps avant l'effort, parce qu'on dit manger avant l'effort, mais quand, comment, et quoi. Forcément, on peut tomber dans des hypoglycémies réactionnelles durant l'effort, ce qui sera totalement délétère pour la performance, parce qu'on a un taux de sucre qui est trop bas que pour performer. Pareil pour les protéines, il y a quand même des fluctuations insuliniques qui sont générées suite à l'ingestion des protéines. Maintenant, effectivement, a priori, quand c'est pas un athlète de haut niveau et que la personne, dans son emploi du temps, arrive à trouver des compromis en s'entraînant, le matin, à jeun, c'est peut-être pas le plus efficace, mais au moins elle fait de l'activité physique, elle met en place, il y a des mécanismes, des marqueurs de santé qui apparaissent suite à de l'activité physique. Donc c'est mieux que de ne pas faire de sport. C'est mieux que de manger le matin et de ne jamais faire d'activité physique. C'est toujours... Ouais, c'est toujours selon le contexte. Évidemment. Je pense que c'est vraiment important de préciser, c'est que justement, c'est tout ce concept d'adhésion, parce que on a tendance même d'aujourd'hui, on a parlé de côté optimal de la synthèse des protéines musculaires, etc. Et peut-être que les personnes qui nous écoutent ne sont pas intéressées à obtenir ces 500 grammes de plus de muscles sur l'année, peut-être. Ou tout au plus, vraiment. Et qu'ils sont juste, veulent vraiment progresser, peut-être même si... parce qu'on en parlait tout à l'heure, les athlètes sont prêts à tout pour gagner ce 5% ou parfois, mais à peine, le moindre détail. C'est un débat, c'est un débat que j'avais eu aussi. C'est de partir sur l'effet cumulé d'année en année, parce qu'à un moment, quand tu es athlète élite, si tu fais entre 1 et 5% de perf en plus par an, c'est déjà super. Déjà, garder ses performances après 10-15 ans de pratique, c'est très dur. C'est déjà une performance. C'est très très dur, hein. Surtout que en Belgique, on n'est pas souvent aidé d'un point de vue financier non plus, donc tu dois tout faire en fonction. Mais c'est vrai que c'est parfois complexe, effectivement. Et il s'avère que c'est très, très content. Dans mon cas, par exemple, le dernier championnat de Belgique, le 8e titre belge, que j'ai eu, j'étais très content. Mais quand on regarde, sur 3 ans, je suis passé de 377 répétitions
à 32 kg sur 30 minutes en semi-marathon, à 421. Les gens, ils ont dit, ouais, c'est énorme. Mais au final, quand tu regardes, c'est un principe d'effet cumulé où ça représente 3 à 4% de performance par an, max. Ce qui est rien du tout, au final. Ce qui sera peut-être pas suffisant pour une personne qui utilise ça comme marqueur de progression mensuelle et qui s'attend à doubler ses performances en un mois. Voilà, il faut comprendre que dans le jeu, il faut se montrer patient, quoi. Et c'est pour ça que c'est très difficile aussi parfois de dire, moi, quand on me dit dans combien de temps j'aurai des résultats, ou dans 3 mois j'aurai des résultats, ou le 90 jours challenge, c'est toujours compliqué, parce qu'on a envie, effectivement, d'un point de vue marketing, à aider les gens à y contribuer, et ça y contribue. Je prends l'exemple, par exemple, de Bodytime, qui lance des programmes, point de vue marketing, incroyables, magnifiques. Et ça booste les gens à se lancer dans l'activité physique, mais comment peut-on garantir des résultats en sachant qu'on n'a pas tout le contrôle des éléments externes sur le côté, tu vois ? C'est ça qui est compliqué aussi, quoi. Bien, écoutez les gars, tout doucement terminé au bout de ce podcast sur le jeûne. On va faire une dernière pub pour les réseaux. Sacha, on peut te retrouver sur les réseaux, sur quel site Instagram? On peut retrouver sur Vitality Sacha, vitality.sacha. Tout s'affiche à l'écran de toute façon. Voilà, Vitality Shop. Ouais. Donc mes boutiques. Vitality Food aussi, une gamme de plats. Tout à fait. Plats frais en fonction de l'objectif de la personne, sport, minceur ou santé. Et voilà, vous pouvez passer en magasin. Vous serez accueillis et conseillés. Actuellement que sur Bruxelles. On a 3 boutiques sur Bruxelles, on a un site de vente en ligne. Magnifique. Et voilà, vous pouvez passer en magasin, vous serez accueillis de la meilleure des manières. Super, merci. Oui, ça je valide d'ailleurs. Hein. Des fois un petit jeu d'échecs au passage et tout. Donc. Je peux vous mettre une raclée aux échecs si vous avez besoin. Ça va, c'est cool. Merci. Et Instagram, Vassili Siliopoulos. Vous savez ce que vous retrouvez dans mon contenu, des reviews sur les nouvelles études, des bunks de mythes sur la nutrition, du troll. Ouais, j'ai eu quelques clients chez moi qui se sont abonnés à ta newsletter, ils étaient très contents. Ah ben c'est cool. Donc voilà. Et oui, et donc il y a tu fais bien d'en parler, donc ma plateforme éducative Vassilis Nutrition, et ma newsletter où je mets du contenu qui est réservé, qui touche souvent quelque chose dont j'ai parlé, que ce soit en story ou sur un post Instagram ou article, mais plus en détail. Je vais approfondir plus en détail un point particulier. Voilà. Et le livre qui sera aussi ici. Est-ce que tu comptes refaire un livre prochainement ? C'est pas encore... Pour être honnête, j'ai beaucoup d'idées en tête. C'est beaucoup de travail aussi. Hein, ouais, c'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup d'idées en tête. Maintenant, c'est pas ma priorité pour le moment. J'ai des personnes qui veulent il y a des personnes qui m'ont envoyé « Ah, tu veux pas écrire un livre sur tous les mythes du fitness, etc. » Et l'idée me plaît, en vérité. Parce que, ouais, il y a beaucoup de trucs que j'aimerais bien, que j'aimerais toucher là-dedans, même de manière peut-être un peu plus vulgarisée, très vulgarisée. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. C'est pas ma priorité, mais pourquoi pas à l'avenir? Pourquoi pas, c'est vrai, faut pas se mettre de limites, hein, comme on dit. Parfait les gars, merci beaucoup, super podcast, et puis on verra ce qu'il en est pour le prochain débat sur les vegans, si les internautes seront chauds ou pas. Avec plaisir. Voilà, super, merci. Purée, écoutez, bien carburé. Hein. 1h30 alors? Ouais, plus ou moins. Hein. 2h. 1h30. 1h30, on a commencé plus tard. On va dire 1h40, ouais, quasiment. Bon, je pense que c'est suffisamment complet. Hein. Je pense. Ouais, il faudra trouver un système. Non, moi je suis content, franchement, c'est top. Faut couper le micro. Ouais. Vas-y,